Et nous allons voir maintenant, nous allons rentrer en fait dans les mécanismes. Nous allons entrer maintenant donc, dans les mécanismes et surtout les différents niveaux de la physiologie. Nous verrons d'abord donc, tous ces différents niveaux et le niveau le plus profond, le plus subtil, le niveau non manifesté, celui qui est à la source de tout l'univers manifesté, de toute la manifestation, le champ unifié des lois de la nature, pour voir en particulier quelles sont ces caractéristiques de ce niveau non manifesté. Des caractéristiques d'harmonie, de stabilité, de pureté, d'ordre et de dynamisme infini. Nous verrons ensuite les différents niveaux, au niveau de la conscience, les niveaux excités de la conscience, les niveaux superficiels, en particulier de la conscience de veille, et puis des niveaux plus subtils, jusqu'au niveau le plus subtil, le niveau donc également non manifesté, où il n'y a plus du tout de pensée, plus rien dans la conscience. On verra quelles sont les différentes techniques de méditation et leurs modes d'action pour diminuer justement cette excitation du mental et voir donc l'unicité de la méditation transcendantale qui est la seule à amener le mental dans cet état d'entropie zéro, de moindre excitation de la conscience. Et nous verrons que les caractéristiques de cet état sont exactement les mêmes que celles du champ unifié des lois de la nature, démontrées par la mécanique quantique, donc scientifiquement et objectivement. Et là, nous les verrons subjectivement. Nous verrons que le fait donc d'amener cette harmonie au niveau du système nerveux central nous met en fait dans un état de prévention absolue, où spontanément, le système nerveux central, l'ordinateur central de la physiologie, fonctionnant de manière optimale et de manière parfaitement harmonieuse, sans grincement, sans frottement, est dans un état donc de prévention absolue et vis-à-vis des maladies. Et on le comparera à la prévention, bien sûr, allopathique. Et on verra surtout que cette médecine donc préventive entre guillemets absolue est une médecine beaucoup moins chère que la médecine allopathique. On verra une étude en particulier longitudinale très très importante de 15 années, qui sont des études donc très très rares et très fiables sur plus de 1500 personnes, 1500 témoins et 1500 personnes méditantes, montrent les bénéfices que l'on peut faire au niveau de la santé qui nous posent pas mal de problèmes actuellement économiques. Donc nous allons commencer par décrire les différents niveaux de la physiologie. Donc nous allons voir sur la gauche quels sont les différents niveaux de la physiologie grâce à l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est l'échelle espace-temps, et on va voir donc du niveau le plus lointain des galaxies 10 puissance 27 de l'échelle de Planck, donc l'extrémité des galaxies. On va revenir jusqu'au niveau de nos 5 sens, le niveau grossier qu'on expérimente tous, donc le niveau 10 puissance 0. Nous allons descendre ensuite dans les niveaux atomiques, jusqu'à 10 puissance moins 15. Ensuite, les niveaux subatomiques, les niveaux quantiques, la théorie des supercordes, et enfin la théorie du champ unifié, pour bien comprendre exactement où on se trouve, ce qu'on va expérimenter, et quelles sont les caractéristiques de chacun de ces niveaux. Donc là, nous sommes au niveau de l'univers manifesté, au niveau du relatif. Nous ne sommes pas dans le mental ni dans les pensées. C'est du concret. Donc je passe sur tout le niveau macroscopique, le macrocosme, pardon, pour arriver justement au niveau macroscopique, au niveau donc des 5 sens, qui est essentiellement un niveau situé entre 10,2 et 10 puissance 2 et 10 puissance moins 2 de l'échelle de Planck, et qui descend ce niveau-là jusqu'à 10 puissance moins 15. Entre ce niveau-là et 10 puissance moins 15 de l'échelle de Planck, là où se trouvent les atomes, les lois de la physique qui s'appliquent sont les lois de Newton, des lois très simples, où tout est concret, tout est facile, il n'y a pas d'aléas, ce n'est pas aléatoire du tout. Et quand on descend ensuite en dessous, de 10 puissance moins 15 de l'échelle de Planck, diapositive suivante, ces lois, malheureusement, ne s'appliquent plus. Les lois de la physique newtonienne ne sont plus présentes, les choses deviennent beaucoup plus floues, beaucoup plus aléatoires. En plus, l'observateur peut modifier les phénomènes qui se passent, alors que ce n'est pas le cas du tout, bien sûr, avec la physique newtonienne. Donc c'est ce niveau, en dessous de 10 puissance moins 15 de l'échelle de Planck, où s'appliquent ces lois de la mécanique quantique. Pour bien comprendre exactement ce qui se passe à ce niveau-là, vous vous souvenez tous de l'équation de Einstein, E égale mc2, qui veut dire qu'on peut faire de la matière avec de l'énergie, et inversement, la matière peut se transformer en énergie. C'est ce qui se passe effectivement quand on descend dans ces couches de plus en plus profondes de la nature, ces couches profondes de notre physiologie.
la matière se transforme petit à petit en énergie vibratoire et énergie de plus en plus intense. Plus on se rapproche du niveau fondamental de la création, plus l'énergie est grande. Entre un pétard à 10 puissance moins 4, donc moléculaire, et une bombe atomique à 10 puissance moins 15, vous voyez la différence, vous imaginez, plus on descend dans ces niveaux-là. Donc plus d'énergie et plus de puissance de cette énergie. À ce niveau-là, donc, on se trouve au niveau de la mécanique quantique et on approche des 3 champs quantiques, diapositive suivante. Et là, les particules, donc, comme vous l'avez vu avec Einstein, se transforment en énergie vibratoire. En fait, vous voyez ici, par exemple, en jaune, c'est la fonction d'onde de l'électron. En mauve, c'est la fonction d'onde du photon. En bleu, c'est celle du graviton. Et ainsi de suite. Donc, vous n'avez plus que des fonctions d'onde, comme des sons. En fait, à ce niveau-là, nous ne sommes plus qu'une symphonie de sons. Et vous comprendrez donc pourquoi ces sons, en particulier les sons védiques, ont une importance fondamentale sur notre physiologie. Ça agit au niveau quasiment le plus subtil de la physiologie. Et donc, à partir du moment où on chante des sons fondamentaux parfaitement harmonieux, ça peut restructurer des discordances qu'on a à ce niveau de notre physiologie. Ça, on arrive donc, quand on est quasiment au niveau du champ unifié, au niveau des supercordes. Ça, c'est la supercorde du graviton, de la gravitation. Diapositive suivante. En fait, ces supercordes, c'est tout simplement le mode vibratoire, la fréquence de ces fonctions d'onde, qui nous permettent de déterminer quel est l'élément. Par exemple, si ça vibre comme ça, c'est la corde de la gravitation. Si ça vibre comme ça, c'est celle de l'électron. Si ça vibre dans l'autre sens, c'est celle du photon, et ainsi de suite. C'est le mode vibratoire, en fait, qui va déterminer le type de supercorde et le type d'élément que l'on va retrouver ensuite à un niveau plus superficiel, à des niveaux plus concrets de la matière. En dessous de ce champ, de ces 3 champs quantiques, puisque à ce niveau-là, à la base, on n'a plus que ce ne sont plus que des champs, ce ne sont plus des particules séparées, ce ne sont plus des forces séparées, ce sont des champs, les champs de matière, qui vont donner toutes les 112 particules de la table de Mendeleïev. Les forces, les 4 forces fondamentales, le champ des forces, et ensuite le champ de la supersymétrie, le champ de la gravitation, qui crée un équilibre parfait, en fait, qui évite le chaos dans la nature, un équilibre parfait entre les champs de force et les champs de matière, qui vont se combiner. Le niveau le plus subtil avant le champ unifié, donc en dessous de ce champ des sons, c'est l'information, sont les théories de l'information. C'est un peu comme des pensées. En fait, à ce niveau-là, il y a de la manifestation encore, c'est la manifestation la plus subtile, les informations qui sont comme les pensées, qui vont donner les sons, qui ensuite vont donner des particules, vont donner les forces, et qu'on va apprécier avec nos 5 sens. On va voir l'importance de nos 5 sens ensuite pour les états de conscience. Donc, en dessous, ce champ unifié des lois de la nature, c'est un champ non manifesté. Les physiciens n'ont jamais pu le mesurer, puisque bien sûr, il faut un outil du domaine manifesté pour mesurer. Enfin, tous les outils des physiciens sont des outils manifestés, et on peut difficilement mesurer la non-manifestation. Mais on va voir comment on peut quand même l'apprécier, cette non-manifestation. Donc, ce champ unifié a des caractéristiques. C'est en fait comme une abstraction mathématique. Ce sont en fait les mathématiciens quantistes qui l'ont déterminé. Ils appellent donc le vacuum state, le vide quantique, il n'y a plus rien, aucune manifestation. Ça correspond en fait à l'ensemble zéro en mathématiques. Rien. Nothing, comme l'appelle Maharishi, nothingness. Pour bien comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, quelles sont les caractéristiques de ce champ unifié des lois de la nature, on va voir, c'est fondamental. On va utiliser l'analogie de l'hélium. L'hélium a un niveau excité. Alors, il faut d'abord que je vous précise, donc, le niveau d'excitation d'un système, c'est son niveau d'entropie. S'il est très excité, l'entropie est élevée. Et puis, s'il s'apaise, si l'excitation devient de moins en moins importante, l'entropie diminue jusqu'à être nulle, entropie zéro, quand il n'y a plus d'excitation du tout du système. L'analogie de l'hélium est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'hélium? C'est le mélange de 2 isotopes de l'hélium 3 et l'hélium 4, à température élevée, donc à un niveau d'excitabilité élevé, à un niveau d'entropie élevé,
c'est un mélange chaotique. C'est un mélange où les deux héliums ne sont pas du tout purs, ils sont mélangés, très instables, très disharmonieux, donc impurs, instables, disordonnés et résistants. C'est-à-dire que vous envoyez un photon ou un électron dans cet hélium à température ambiante, donc excité, l'électron et le photon vont être arrêtés, vont être freinés par la résistance du système. On diminue la température, ces expériences ont été faites par les physiciens quantistes dans les années 50. On diminue la température, qu'est-ce qui se passe? Instantanément, quand il arrive au zéro absolu, moins 270 degrés de l'échelle de Celsius, les deux isotopes se séparent, alors que c'était absolument impossible à température élevée, à un niveau d'excitation élevé, à un niveau d'entropie élevé. Ils sont inséparables, il n'y a aucun moyen physico-chimique qui peut les séparer. Vous diminuez simplement la température, tac, ils se séparent. Couche d'hélium 3 au-dessus, couche d'hélium 4 en dessous. Mélange parfaitement pur, parfaitement ordonné et infiniment stable. Première qualité. Deuxième qualité, il devient superfluide. C'est la superfluidité de l'hélium. Vous envoyez un électron, un photon dedans, aucune résistance, ça part à l'infini. Et la troisième caractéristique, c'est un état d'équilibre parfait entre ces deux caractéristiques diamétralement opposées, stabilité infinie, dynamisme infini. Voilà. Donc ça, c'est très important à retenir parce qu'on va voir tout à l'heure que les caractéristiques de la pure conscience, de la conscience quand elle est complètement pure, quand on atteint ces niveaux-là, sont exactement les mêmes. Alors, les différents niveaux du mental. On va voir qu'au niveau du mental, c'est exactement la même chose. Il y a des niveaux excités du mental et puis il y a des niveaux plus apaisés, plus subtils. Et on va voir aussi exactement ce que c'est que le stress. Donc on va voir maintenant le côté droit, l'analyse subjective du mental. Et les différents niveaux les plus excités en superficie. La source en fait de ces pensées, la force de cette excitation du mental, de ces pensées, bien sûr, c'est la conscience. Et on va voir que c'est la conscience à son niveau le plus pur, à sa base, le niveau le plus subtil, le plus délicat. Alors, maintenant, on va voir la notion donc les notions donc, de neurosciences, et en particulier, on va voir que les expériences modèlent le cerveau. Plus les expériences, si vous voulez, sont illimitées, sont importantes, plus le système nerveux central va se développer. Plus les expériences sont limitées, au contraire, moins le système nerveux central va se développer. Va créer, si vous voulez, de relations en particulier entre les différents neurones. La myéline est très importante au niveau de la plasticité neuronale. Et donc, plus les expériences vont être illimitées, plus elles vont être complètes, plus elles vont être importantes, et plus on va pouvoir augmenter cette plasticité neuronale et donc développer son plein potentiel. Comment fait-on les expériences? Grâce à nos 5 sens. Nos 5 sens, en fait, nous fixent, nous permettent d'apprécier le relatif. Et donc, ce relatif, les objets qu'on expérimente sont des objets, en fait, limités, sont des objets changeants, sont des objets qui ont un début, qui ont une fin, qui ont une certaine coloration, qui ont une certaine intensité. On est dans le relatif. Donc, il n'y a que des limites à ce niveau-là. Donc, on fait des expériences limitées. Expérience limitée dit développement du potentiel mental limité. Donc, ces expériences qu'on va faire, en fait, on va s'identifier à ces expériences. On s'identifie donc à ces limites. Et donc, elles vont teinter nos pensées. Donc, nos pensées étant limitées, l'action de ces pensées va être limitée, la satisfaction ou l'accomplissement de ces actions plutôt va être limité, et donc la satisfaction également va être limitée. Et donc, on vit en fait dans un monde de limites, un monde où, bon, bah oui, c'est normal de souffrir, c'est normal d'être malade, oui, puis lui, il est comme ci, l'autre, il est devenu fou, et puis on est complètement accaparé par toutes ces pensées. C'est ce flot de pensées, en fait, qui nous limite, et c'est ça qui correspond au stress. Le stress, plus il y a de pensées, plus on est accaparé par les pensées, plus notre potentiel mental va être limité. Et donc, en fait, n'expérimentant que le relatif, on expérimente en fait que à peu près 5 à 15% du relatif. C'est ce que les neuroscientifiques disent. On n'utilise que 5 à 15% de notre potentiel mental. C'est dommage. Et on va voir justement qu'en développant des états de conscience supérieurs, en explorant cette pure conscience en bas, alors que là, on n'en explore que 0%, on n'a que les sens, si vous voulez, pour apprécier le relatif, et notre intellect qui dit oui, c'est ça, la réalité, c'est ça,
C'est ça, c'est cette porte, c'est vous, c'est moi, mais pas en dessous. En dessous, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a que les expériences subjectives qui nous permettent de les explorer. Et on va voir justement pourquoi les techniques de méditation sont là, et justement pour faire descendre, diminuer ce stress, ces limites qu'on expérimente en permanence. Donc, les pensées naissent bien sûr d'un endroit. Il faut se dire qu'elles naissent de la conscience pure. Quand on a fait l'expérience, on le sent, on comprend, mais il faut a priori, c'est le schéma des bulles de Maharishi. La conscience, les pensées, en fait, naissent de ce niveau très très silencieux de la conscience. Et puis, dès qu'elles deviennent suffisamment grossières pour être perçues en tant que pensée, elles sont conscientes. Hein. En dessous, c'est l'inconscient. Au-dessus, c'est la conscience. Et comme on a vu que ce stress, en fait, cette excitation du mental était la cause de nos problèmes, on l'a vu avec David tout à l'heure, avec David Orm Johnson, hein, c'est d'abord l'anxiété. Quand l'anxiété est trop forte, c'est la dépression. Quand c'est encore pire que ça, c'est le burn-out, le syndrome de stress post-traumatique, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention et d'hyperactivité. Donc un mal-être, si vous voulez, que l'on vit en permanence parce qu'on est dans ses limites, dans ses limites, dans ses limites, dans ses pensées, dans ses pensées, dans ses pensées en permanence. Donc les sages se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen pour abaisser, pour diminuer cette excitation du mental. Et donc les premières techniques qu'ils ont trouvées, qui sont les plus nombreuses de toutes, sont les techniques de concentration. Le mental s'en va dans tous les sens, on va le fixer dans un endroit. Boum, on va le mettre sur une flamme de bougie, sur un mantra, on va le mettre sur quelque chose de métaphysique, sur un exercice physique, sur le hatha yoga, sur un exercice respiratoire, le samatha des méditations bouddhistes. Donc on le focalise, mais on voit bien qu'on fait un effort, on est sur l'effort intellectuel de rester dans cet exercice. Donc le mental, certes, est apaisé, il se calme, mais il est toujours actif. Donc ensuite, on s'est dit, ben, tiens, on va rajouter le lâcher-prise. Les sages ont découvert ça, et on va prendre le lâcher-prise en plus sur les techniques de contemplation. Donc c'est le zazen, on se focalise sur la vacuité, rien n'est à l'origine de tout, l'univers, et on lâche prise. Le vipassana des méditations bouddhistes, on se focalise sur un exercice respiratoire et on lâche prise. La pleine conscience, c'est sur l'instant présent, tout ce qui se passe autour, sans se focaliser dessus, et on lâche prise. Et le Kriya Yoga, sur un exercice de Hatha Yoga, et on lâche prise. Donc l'apaisement, là, est encore plus important que dans les techniques de méditation concentrative. Mais le mental est toujours sur la pensée de la contemplation. Il y a toujours une pensée, il y a toujours un objet dans le mental. Donc l'excitation est très diminuée, mais elle n'est pas à zéro. La seule technique qui permet d'aller au niveau d'entropie zéro, c'est ça qui est fondamental, c'est la méditation transcendantale. On prend un mantra qui est bien spécifique à notre physiologie, qui n'a aucune signification, c'est très important, vu votre question que vous aviez posée ce matin. Sans aucune signification, d'une manière très délicate, et ce mantra, sa physiologie, sa fonction, c'est de se raffiner, c'est tout. Il se raffine, il se raffine, il se raffine, on porte notre attention dessus, et pareil, le mental se raffine, se raffine, se raffine, se raffine, et à un moment, tout disparaît. Plus de manifestation, plus de pensée, plus de mantra, plus rien. Et ça se fait très très simplement, très naturellement, et sans aucun effort fondamental, sans l'intervention de l'intellect. Là, on a atteint le niveau d'entropie zéro. Alors, donc, subjectivement, bien sûr, ces états de méditation transcendantale ont été décrits dans les livres de la littérature védique, dans la sagesse indienne, et décrivent un état d'éveil au repos. Donc un état de repos complet, cette stabilité du mental que l'on a, on est dans un silence complet du mental, donc un état de pureté, d'ordre et de stabilité totale du mental, complètement reposé. Et physiologiquement, quand un système se repose, il élimine toutes les tensions intérieures. Comme la cravate qu'on tord, puis hop, on la lâche, hop, elle se met toute droite. Les torsions, les tensions ont disparu. C'est exactement la même chose. Repos absolu du système nerveux central, de l'ordinateur central, tous les stress partent. Deuxième caractéristique, un dynamisme infini de la conscience. On est complètement éveillé, on n'est pas du tout endormi, et on est capable de cogniser tout ce qui est possible dans le monde, tous les univers possibles. Donc un état de stabilité infinie du système mental d'un côté, et un état d'éveil total, de dynamisme infini de la conscience de l'autre. Et la troisième caractéristique, c'est un état d'équilibre parfait
entre ces deux caractéristiques diamétralement opposées du mental, stabilité et dynamisme infini, qui est décrit dans la littérature védique, dans les Brahmanas, dans les Upanishads, dans le Vedanta, qui s'appelle Ananda, Satchitananda, la conscience félicité absolue. Un état donc de félicité, de paix intérieure, de sérénité tout à fait caractéristique, donc qui est connu depuis des milliers d'années, et qui est cet état de paix intérieure, de sérénité et de paix qu'on expérimente quand on est dans cet état d'entropie zéro. Donc quand on expérimente cette pure conscience, avec ces trois caractéristiques qu'on a vues, au début on découvre la pure conscience, donc on est à 0%, et puis petit à petit avec les méditations, on va expérimenter 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, 100% de cette pure conscience, 100% d'absolu. Mais en même temps, notre physiologie va se raffiner, en particulier nos 5 sens vont être beaucoup plus raffinés, beaucoup plus précis. Et on va expérimenter non plus 5 à 15% de relatif, mais 100% de relatif. Donc expérimenter 100% plus 200%, plus 100% d'absolu, 100% de relatif, 200%. Donc la réalité totale. On comprend mieux sur ce schéma exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'identification. Comme on sait dans la conscience de veille identifier aux limites des pensées, là on va s'identifier en fait à cette conscience pure, complètement pure et à ses caractéristiques. On a vu tout à l'heure, c'était un état de stabilité infinie, c'est le diabolo là, parfaitement symétrique, à gauche la stabilité infinie, à droite le dynamisme infini. Entre les deux, l'équilibre parfait, cet état de plénitude intérieure. Et donc au début, quand on commence à méditer, on n'est pas très stable, on n'est pas très dynamique non plus au niveau du mental, il y a même une différence entre les deux, c'est pas très équilibré. Et puis à chaque méditation, 20 minutes matin et soir, petit à petit, on va engranger un peu de stabilité, un peu de dynamisme, et puis ça va s'équilibrer de plus en plus. Et puis au bout d'un certain temps, soi-même, on va être complètement identifié à ce champ unifié des lois de la nature, à cette pure conscience, et donc atteindre 100% de stabilité, 100% de dynamisme et 100% de plénitude. D'accord ? Et l'intérêt, c'est que cet état-là va se stabiliser pendant la méditation au départ, mais ensuite, en retournant très doucement, très délicatement, très progressivement dans la conscience de veille, dans l'activité, ça va s'intégrer également dans cette activité. Un petit peu au début, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et un peu plus, jusqu'au jour où on va expérimenter cette conscience transcendantale, cette conscience pure, 24 heures sur 24. La conscience transcendantale était le quatrième état de conscience, Les trois premiers, c'est conscience de veille, celle qu'on vit actuellement. La conscience de rêve, c'est en fait la soupape de sécurité quand on a trop de stress dans la journée. Dans la nuit, on rêve. Ce sont les stress de la journée qui s'éliminent comme une soupape au niveau du système nerveux central. Et puis le sommeil, bien sûr, c'est le seul moyen qu'on a quand on n'utilise pas ces techniques de méditation pour éliminer le stress. C'est une conscience nulle, zéro. Donc ça, c'est les trois premiers états de conscience. Le quatrième, c'est cette conscience transcendantale, c'est pure conscience qu'on stabilise d'abord pendant la méditation et ensuite qui va s'intégrer dans l'activité. Et quand elle s'intègre dans l'activité 24 heures sur 24, on appelle ça la conscience cosmique. Actuellement, en neurosciences, on dit la conscience, c'est la résultante en fait de toute l'alchimie, si vous voulez, toutes les relations qu'il peut y avoir entre les différents neurones au niveau du système nerveux central. La conscience est créée par cet état du cerveau. En fait, non. Le cerveau, il est situé, comme vous le voyez, à un niveau grossier de l'échelle de Planck, là, donc au niveau entre 0 et 10 puissance moins 15 de l'échelle de Planck. C'est pas logique, c'est normalement les niveaux les plus subtils, les plus délicats, qui sont à l'origine des niveaux les plus grossiers. Donc, a priori, les caractéristiques de la pure conscience et celles donc, du champ unifié étant identiques, c'est plutôt la conscience qui est à l'origine du cerveau. C'est une question de logique pure, de bon sens. Deuxième élément qui peut nous faire dire qu'effectivement c'est bien la pure conscience qui est à l'origine du cerveau, c'est une analogie fonctionnelle. Vous voyez à droite le Lagrangien de la supercorde hétérotopique. Le Lagrangien de la supercorde hétérotopique, ce sont toutes les formules mathématiques qui expliquent le fonctionnement de la matière au niveau le plus subtil.
Et quand on dérive ces fonctions, comme par exemple la première, on s'aperçoit qu'elle montre que grâce à cette fonction, tout est possible, la notion de toute possibilité. Mais en même temps qu'elle contient tout, l'ensemble de la science, elle est omnisciente. Quand on dérive les autres, on va trouver d'autres qualités qui sont en fait les qualités de la conscience. L'autosuffisance, l'autoréférence, la mémoire, la liberté. On a 42 à peu près expressions comme ça de la conscience, à gauche, qui sont en fait les qualités de chacune des équations du Lagrangien. Donc il y a une analogie fonctionnelle entre la théorie, les théories mathématiques et les qualités de la conscience. Ces qualités de la conscience, bien sûr, sont exprimées dans les 42 expressions de la littérature védique, les 42 expressions de la sagesse indienne, et qui expriment justement, l'un c'est toute possibilité, l'autre c'est la liberté, l'autre et ainsi de suite. Donc une concordance fonctionnelle entre les lois mathématiques et le fonctionnement de la conscience. Il y a également une analogie structurelle. Analogie structurelle, donc on a dit qu'il y avait les trois champs quantiques au-dessus du champ unifié, donc ce champ qui est à la base de tout l'univers manifesté. À gauche, donc les champs de la supersymétrie, les champs de la gravitation. Au milieu, les champs de force. À droite, les champs de matière. D'où viennent ces trois champs? Les champs de la gravitation, en fait, c'est le graviton et le gravitinos qui sont des éléments de spin, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, des éléments de spin 2 et de spin 1,5. Celui des forces, c'est de spin 1. Et celui de la matière, les champs de matière, ce sont donc d'un côté les particules de spin 1,5 et le boson de Hitch de spin 0. On a exactement la même structure au niveau de l'Ayurveda. Les champs d'équilibre, le champ de la gravitation, ça correspond à Vata. Et Vata qui vient des 5 éléments fondamentaux, des 5 tanmatras, en particulier, qui vient de l'espace et de l'air, que vous voyez à gauche. Les champs de force, l'énergie, le métabolisme, c'est Agni, c'est le feu. Et pour les champs de matière, qui sont beaucoup plus inertes, eux bien sûr, qui sont l'inertie, eux, ils viennent donc de l'eau et de la terre, Apas et Prithvi, et correspondent au Tosha Kapha. Donc Kapha pour la matière et l'inertie, Pitta pour les champs de force, et Vata pour l'équilibre, qui est essentiellement et très important au niveau du système nerveux central, et donc qui, en Ayurveda, vous le verrez cet après-midi et demain, est essentiellement donne des modifications au niveau du système nerveux central et de l'équilibre du système nerveux central. Diapositive suivante. Enfin, il y a d'autres arguments dans lesquels je n'entrerai pas en détail. John Eglin, qui est un astrophysicien de très très haut niveau, donc qui travaille au CERN, sur l'accélérateur de particules du CERN à Genève, qui travaille également sur celui de Stanford, a fait un cours de cosmologie, actuellement à Fairfield dans l'Iowa, dans l'université Maharishi de Management. Si vous voulez suivre son cours, c'est très facile, c'est très possible. C'est un cours de 15 jours qu'on peut suivre sur Internet et qui vous permettra d'approfondir et de mieux comprendre cette identité entre la pure conscience et le champ unifié des lois de la nature, et que donc cette pure conscience est vraiment à l'origine du cerveau. En particulier, il développe donc avec les théories de la téléportation quantique, avec les caractéristiques de la matière noire et avec les trous de verre, il développe en particulier, il explique de manière très très scientifique et très vraie ce qu'est le vol yogique et l'effet Maharishi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'il y en a d'autres qui en parleront cet après-midi mieux que moi. Alors maintenant la prévention. On a vu qu'en fait, en mettant notre système nerveux central dans cet état d'harmonie parfaite, on va avoir une possibilité de prévention absolue. Diapositive suivante. Alors en allopathie, en fait, la prévention, elle se fait uniquement au niveau relatif. On va vous donner des conseils, on va dire fumez pas pour
pas le cancer de la gorge ou le cancer du poumon, mangez des fibres pour ne pas faire le cancer du côlon, prenez des vaccins pour stimuler les défenses immunitaires, éviter... Tout se passe dans le relatif. Et dans le relatif, on va avoir, grâce aux médicaments, un effet positif, mais malheureusement, on est dans le relatif, qu'il y a un effet positif, il y a un effet négatif. Et donc, il y a plus de 70 000 études, 70 000 recherches scientifiques qui ont montré justement les effets délétères donc des traitements allopathiques. Un effet positif, mais un effet négatif, donc il faut choisir le moindre risque. Mais ce n'est pas une prévention, c'est une prévention partielle, ce n'est pas une prévention totale. Dans l'Ayurveda Maharishi, là, on harmonise parfaitement l'ordinateur central de la physiologie, s'il fonctionne parfaitement, s'il est super fluide, parfaitement stable, parfaitement ordonné, parfaitement pur, il a vraiment peu de chances de tomber malade. De la même manière que l'hélium, on le descend, toc, il est à zéro, il devient parfaitement pur, parfaitement ordonné. Là, vous mettez votre conscience dans cet état-là, pof, parfaitement harmonieux, et vous mettez dans un état de prévention absolue, sans fatigue, sans effort, naturellement et sans médicaments. Maharishi insiste beaucoup sur la définition de ce qui est la santé parfaite. Il appelle ça swa-sta. Sta, ça veut dire établi, soi dans le soi, dans la pure conscience, dans cet état du champ unifié. Et donc, dans cet état, vous tendez vers la santé parfaite. D'autres écritures de la sagesse indienne montrent également cette analogie, celle en particulier de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, si vous voulez, c'est le Reader's Digest de la sagesse indienne, la voie vers l'illumination. Comment, si vous voulez, à partir d'une situation absolument inextricable, on résout les problèmes, et l'un des versets les plus importants qui le résume, le verset donc, du chapitre 2, le verset 48, qui dit « Yogasta kuru karmani ». Yoga sta, sta établi dans le yoga, établi dans l'unité, établi dans l'être, établi dans la pure conscience, établi dans le champ unifié des lois de la nature. Kuru karmani, accomplit l'action. Donc, ça c'est l'une des phrases de la sagesse indienne les plus fortes. Pour accomplir une action, d'abord, mets-toi dans cet état d'unité, cet état de pure conscience. À ce moment-là, on est en plein accord avec les lois de la nature. Les lois de la nature émergent de ce champ unifié, bien sûr, toutes les lois de la nature émergent de ce champ unifié. Donc on va être en parfait accord, on ne violera plus les lois de la nature. On sait que beaucoup de maladies sont liées à ces violations des lois de la nature. Là, on se met dans un état préventif. On ne peut plus violer les lois de la nature. On se met en accord parfait avec ce champ unifié des lois de la nature. On s'identifie à ce champ unifié des lois de la nature. Donc on se met dans une situation préventive absolue. C'est ce que nous a montré donc David Horn Johnson tout à l'heure. Je veux rendre hommage ici aussi à Robert Cassolas, qui a écrit ce livre en 86, donc c'est pas récent, qui s'appelle La neurophysiologie de l'illumination, qui a été l'un des premiers neurophysiologistes du mouvement, aux côtés de Maharishi, et qui a montré justement la diminution des marqueurs de stress, l'amélioration des marqueurs du bonheur, toutes les différentes manifestations neurophysiologiques qui se passaient quand on méditait, et il en fait donc un livre général, et on voit que les hommes qui développent ces états de conscience supérieure ont une physiologie totalement différente des autres. Un développement complet du potentiel mental, ça c'est un chercheur donc, de l'Institut du cerveau de Moscou, Lyubimov, qui a décrit ça dans les années 99, donc 100% de fonctionnement du système nerveux central. Diapositive suivante. Sur les images, sur les études en imagerie, en PET scan en particulier, on voit une hyperactivation des deux lobes frontaux en haut à droite, et au contraire une désactivation du système thalamique, du système donc, qui est le système qui est le réflexe dont parlait tout à l'heure David avec la réaction de fuite et de vol et de fuite. L'amélioration, comme on développe son plein potentiel mental, l'amélioration de toutes ses fonctions cognitives avec en priorité la créativité, mais aussi l'indépendance de champ, l'intelligence, la mémoire, toutes les fonctions cognitives quelles qu'elles soient, y compris les fonctions intuitives et les qualités de cœur. Diapositive suivante. Bien sûr, un effet préventif sur toutes les pathologies, en particulier de stress, les premières étant les pathologies cardiovasculaires, 50% de moins de mortalité et de morbidité dans les pathologies cardiovasculaires.
Au niveau de neuropsychiatrique, bien sûr, l'anxiété. Alors cette étude est une méta-analyse, donc une étude sur 146 recherches scientifiques, donc qui représentent des milliers et des milliers et des milliers d'individus qui ont été analysés, et qui montre que seule la méditation transcendantale donne plus de 75% de guérison complète de l'anxiété chronique. Comparé à l'effet placebo, vous voyez en dessous, l'effet placebo, vous savez, vous donnez un peu d'eau ou de l'agar-agar, un produit qui n'a aucune action sur la physiologie, en disant au monsieur, tenez, prenez ça, vous allez voir, c'est génial, vous ne serez plus anxieux après. Ben, dans 30% des cas, ça marche. Hein, c'est la psychosomatique, c'est la capacité d'auto-guérison que notre système nerveux central a, que notre conscience a, et qui est stimulée par ce placebo. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que toutes les autres techniques de méditation, et dans cette méta-analyse de 149 études, elles ont quasiment toutes été étudiées, hein, toutes les autres techniques de méditation n'ont pas plus d'amélioration que l'effet placebo. Seule la méditation donne plus de 75% de guérison complète de l'anxiété chronique. Bon, on a vu tout à l'heure pour les addictions, je ne vais pas aller plus loin, simplement en disant que l'addiction est liée au mal-être intérieur, donc on va rechercher dans le relatif un produit qui va nous permettre de faire céder ce mal-être intérieur, comme le but de la méditation transcendantale, c'est d'être dans un état de béatitude et de bien-être intérieur absolu. Bon, bah, on n'a plus besoin de trucs extérieurs pour essayer d'être un peu mieux, quoi. Ça se fait tout seul, sans effort, simplement et naturellement. C'est exactement la même présentation, où je vais aller très vite, que celle de David Horn Johnson, en insistant simplement sur cette étude qui a été faite au Québec, où ils sont très, comment dirais-je, les études, on accède très facilement à toutes les études qui ont été faites donc, à la Sécurité sociale du Québec. Donc on voit en particulier, on va le voir pour l'étude après, l'étude des frais médicaux est très facile, l'étude des pathologies, où est parti l'argent, enfin et tout, ils sont très ouverts. Et donc sur cette étude qui a porté donc, sur tous les services hospitaliers d'un hôpital, on voit effectivement que grâce à la méditation transcendantale, dans les services de cardiologie, il y a 4 fois moins, pour 1000 habitants, il y a 5 fois moins de pathologies cardiovasculaires chez les méditants que chez les non-méditants. Donc on a 5 fois moins de chances de faire de pathologies cardiovasculaires quand on médite. Pareil pour les troubles neuropsychiatriques, 5 fois moins de troubles neuropsychiatriques. Pour les cancers, c'est très intéressant, 4 fois moins de cancers, moins de chances de faire de cancer que chez les non-méditants. Mais c'est valable pour toutes les pathologies, vous le voyez à plus ou moins grand degré, mais pour toutes les pathologies. Le seul service où il y a eu plus de méditants que de non-méditants, c'est le service d'obstétrique. Intéressant. Pourquoi ? Parce que les femmes qui méditent, en général, elles sont plus proches de la vérité, plus proches d'une vie en harmonie avec tout ce qui les entoure. Elles ont envie de donner la vie, donc elles accouchent plus, elles font plus d'enfants, elles accouchent plus que les femmes qui ne méditent pas, qui sont dans le stress, et de se dire, oh là, un bébé dans ce truc-là, c'est pas possible. Non seulement, donc, c'est un état, une expérience extraordinaire que la méditation transcendantale, et ça vous prévient de quasiment toutes les maladies, ça diminue le risque de pathologie. Cette étude longitudinale qui a été faite sur 15 ans, vous voyez, c'est exceptionnel les études qui durent 15 ans, hein. On a pris à peu près 1500 témoins, donc qui ne vont pas méditer, et 1500 témoins, ceux-là, on va les faire méditer, à la 8e année. Donc en bleu, les méditants, en rouge, les non-méditants. Les non-méditants, bien sûr, ils vont continuer à augmenter les frais médicaux, ça augmente en général de 10% par an, c'est la moyenne dans les pays industrialisés. Et les non-méditants, au moment où ils vont se mettre à méditer, paf, la courbe se casse. De moins en moins de frais de santé. Diapositive suivante. On a mesuré ces frais de santé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça continue chez les non-méditants à peu près à 12% par an d'augmentation des frais de santé, alors que chez les non-méditants, ça diminue de 2%. C'est encore plus net chez les personnes âgées. Donc, les personnes qui sont malheureusement les plus malades, qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, qui sont les plus vulnérables, eux, au contraire, il y a une diminution encore plus importante et moins de risque de maladie, si vous voulez, quand ils méditent. Donc une étude particulièrement intéressante. Avis à notre ministre de la Santé, Madame Buzyn. Avis aux comptables et aux directeurs de la Sécurité sociale. Avis aux politiques qui sont les décideurs. Et permettez-moi, messieurs et mesdames, de vous remercier très chaleureusement de votre présence. Et je me livre à vos questions.